Depuis 3 siècles, génération après génération, des centaines de millions d'ouvrières et d'ouvriers font tourner les machines de notre monde industriel. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce qui les sépare? L'histoire les a changés et ils ont changé l'histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Sans eux, ni voyage dans l'espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce monde qu'ils ont créé? Les premières traces d'inégalité sociale, apparues en Europe il y a 7000 ans seulement, sont dérisoires. Des squelettes de chefs enterrés avec armes et bijoux, symboles de leur nouveau pouvoir et des richesses acquises par l'exploitation du travail de ceux qui leur sont soumis. C'est l'esclavage, antique et moderne, le servage médiéval. Mais à partir du XVIIIe siècle, une nouvelle forme d'exploitation se généralise en Europe. Son lieu, c'est l'usine, où travaillent des hommes libres, en théorie, ceux qu'on appelle des ouvriers. Ghislaine Tormos, ouvrière dans l'industrie automobile. On a des boîtes avec des milliers de vis. Si on doit prendre 3 vis, on ne prendra que 3 vis, on n'a pas besoin de regarder. Nos doigts sentent les 3 vis. Et combien de fois je prends dans la boîte, je me dis, je vais bien en prendre 5 quand même. Non, il y a toujours ces 3 vis. Si je dois en mettre 4 de l'autre côté, ce sera 4 vis que ma main va prendre. Elle en prendra pas 5. Et on sent si une petite 4e vis veut s'accrocher. Non, c'est assez impressionnant en fait, la façon dont on est conditionné. On est super conditionné. Je suis sûre que même les yeux fermés, on est capable d'éviter les voitures qui passent, tellement le corps, les odeurs, les bruits, le son, et puis ces sonneries continuelles. Dès qu'on fait des bêtises, ça sonne. Vous sonnez, ça sonne pour la prise d'équipe, ça sonne pour la fin d'équipe, ça sonne parce que vous avez fait une connerie, ça sonne. Donc toute la journée, vous êtes avec ces sonneries débiles. Ta-na-na-na, na-na-na-na. Celle-là, c'est pour les pauses. Et l'autre, c'est... Ta-na-na, 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 ta-na-na. Ça, c'est quand on fait des conneries. Ça, voilà. Donc ça, c'est pour avertir qui, on ne sait pas. Mais alors, vous avez des grands panneaux qui ciblent bien l'endroit. Donc au moins, le chef, même s'il est loin, il sait qui fait sonner la ligne, quoi. Il y a cette expérience individuelle de chaque ouvrière, de chaque ouvrier. Mais il y a aussi cette autre réalité, imprimée dans notre imaginaire collectif par le cinéma depuis ses débuts, la sortie d'usine. Celle-ci a été filmée en 1900, en Angleterre, près de Manchester. Des centaines d'ouvriers d'une usine de machinerie textile. Une masse, une classe. La classe ouvrière, disait-on alors. Une simple évidence, visible par tous, comme le raconte un ouvrier de la grande aciérie italienne de Terni, enregistré par l'historien Alessandro Portelli. Quando uscivano gli operai dall'acciaieria, l'acciaieria Terni, cioè tu non dovevi trovarti nella strada, non incontrati mai quando uscivano le uscite, cioè era la Fiumana, ma guarda, pensare ai tori così dove a Pamplona, queste biciclette, perché erano tutte biciclette, come un fiume di biciclette e travolgevano tutto, guarda, non dovevi trovarti sulla strada in nessuna condizione, in nessuna direzione, né contraria e nemmeno perché venivi sollevato e trascinato via come le valanghe di fango adesso di Sarno. Quella era la classe operaia, cioè tu volevi vedere la classe operaia, dovevi andare alle 2 quando usciva il turno, perché entravano un po' la spicciolata, ma quando uscivano era proprio una rottura di nodica, come un trombo che occupava tutto il lume dell'arteria.
Era una cosa impressionante, ancora negli anni 70 era ancora uno spettacolo orrido, veramente, ti metteva paura. Il parle là de la fin des années 60. Et il dit que c'était un spectacle horrible, qui faisait peur. En même temps, il n'emploie que des mots qui expriment l'émerveillement. Et cette dualité, je l'ai rencontrée dans tous les récits ouvriers où se mêlent terreur et beauté. C'est comme une synthèse. Ce fleuve humain est à la fois merveilleux et terrifiant. Et ça, c'est la synthèse du sublime pour les romantiques. Le sublime, c'est, pour Giacomo Leopardi par exemple, grand poète italien, c'est l'éruption du Vésuve qui est terrifiante et extrêmement belle à la fois. La différence avec ce que j'appelle le sublime ouvrier, c'est que l'éruption du Vésuve ou le ciel étoilé dont nous parle Kant sont soit des phénomènes naturels, soit l'œuvre de la création divine. Ici, l'usine est un sublime profondément humain. Dans la vallée de la Tyne, au nord-est de l'Angleterre, les vestiges d'une des toutes premières aciéries datant de 1730. D'autres ruines, plus récentes, comme on en voit aujourd'hui partout en Europe, celle de l'aciérie de Seraing en Belgique. Les ruines du XVIIIe siècle et celles d'aujourd'hui marquent le début et la fin d'une révolution sans précédent, dont ouvrières et ouvriers ont été à la fois moteurs et carburant, héros et victimes. Noël 1977, dans le Yorkshire, en Angleterre. Les Sex Pistols donnent leur dernier concert avant la dissolution du groupe. C'est un concert militant pour les enfants de pompiers en grève au Grand Pitcher Theatre d'Huddersfield. L'Angleterre industrielle est alors en pleine crise sociale. À Huddersfield, comme ailleurs, les usines ferment les unes après les autres. Ce sont surtout des filatures, certaines vieilles de plus de 2 siècles. Car c'est avec la croissance spectaculaire de la production textile, dès le début du XVIIIe siècle, que tout a commencé. Elle est portée par l'exploitation de centaines de milliers d'esclaves noirs dans les champs de coton du continent américain, qui fournit la matière première à moindre coût. Avant même tout progrès technique, cette croissance du marché du textile provoque un bouleversement complet de la chaîne de fabrication. Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût. Le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière, avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ce qu'on appelle la révolution industrielle commence par une révolution économique. La nouvelle économie, centrée sur le commerce et la recherche du profit maximum, a également bouleversé les campagnes. Les champs autour d'Huddersfield en portent encore la trace. Alan Brooke, ancien mineur devenu historien. Autrefois, une grande partie de ces landes étaient des terres communales. Tout le monde y avait accès. Mais au début du XVIIIe siècle, elles ont été clôturées. Les riches industriels, les dirigeants de manufactures, les propriétaires terriens et les fermiers les ont confisquées pour leur propre usage. Ils les ont entourées de kilomètres de murs de pierre sèche. Avant ça, les paysans dépendaient des terres communales pour leur subsistance. Mais une fois privés de cette ressource, ils ont été forcés de partir dans les villes pour trouver du travail dans l'industrie textile qui était en pleine expansion. La force de travail utilisée dans les premières usines a donc été obtenue par la contrainte. Non pas qu'on ait employé la violence physique pour chasser les gens de leurs terres, mais l'évolution du contexte économique faisait que leur ancien mode de vie n'était plus viable. Pour survivre, ils devaient partir en ville et travailler à l'usine. La contrainte n'était pas manifeste, mais elle n'en existait pas moins. Et clôturer les terres a été l'un des moyens d'obliger les paysans à aller chercher du travail dans les nouvelles villes industrielles. La dictature de l'horloge a remplacé la dictature de la nature. Mais la nature est un maître bien plus aimable. En Angleterre, cette confiscation des terres communes s'appelle pudiquement enclosure, clôturage. Dans les Highlands écossais, on parle plus franchement de clearance, nettoyage, comme dans nettoyage ethnique. Le nettoyage, ce sont des hommes en armes au service d'un seigneur local qui chassent de chez eux les petits paysans, parfois en une seule nuit, et détruisent leurs maisons pour les empêcher de revenir. Les paysans sont remplacés par des moutons, le commerce de la laine étant alors particulièrement rentable. Le hameau d'Harriconan a été nettoyé en 1848. Arthur McIvor, historien. En utilisant la fortune qu'ils avaient amassée grâce à leurs plantations en Jamaïque, grâce au commerce du rhum, des épices, du coton et des esclaves, les Malcolm de Poltalloch, qui possédaient des terres ici, ont décidé de rationaliser leurs techniques agricoles et de détruire peu à peu les formes d'agriculture traditionnelle. Ils faisaient en sorte de se débarrasser des métayers afin d'agrandir leurs fermes en les faisant fusionner, pour ensuite y amener des moutons. L'idée derrière tout ça était de créer un système agricole plus rentable et tourné vers le commerce. Ces expulsions forcées de paysans écossais, ces clearances, qui se sont poursuivies tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, ont eu des conséquences très importantes. Des dizaines de milliers de métayers écossais sont partis à l'étranger ou ont migré vers les villes industrielles. Par conséquent, sans les bouleversements qui, en affectant les campagnes, ont fourni la force de travail nécessaire aux usines et aux mines, l'industrialisation n'aurait tout simplement pas été possible. Dans les Highlands, les clearances ont détruit les modes de vie traditionnels liés à la culture gaélique. Ils les ont anéantis. De la même manière, si on fait un saut dans le temps, on voit la destruction d'une classe ouvrière particulièrement dynamique et de son mode de vie lors de la désindustrialisation à la fin du XXe siècle. On peut donc parler de schémas récurrents.
À 2 siècles de distance, on voit le même mépris des valeurs humaines et la prédominance d'un système anonyme fondé sur la compétition. Les clients de ce supermarché du nord-est de l'Angleterre ne se doutent pas qu'il roule sur les vestiges d'une des plus anciennes usines du Factory System anglais. Ils ont été découverts lors de la construction du magasin et on s'est empressé de les recouvrir, ne gardant que cette cheminée plus tardive et pieusement restaurée. Fondée en 1690, la manufacture qui fabrique des clous pour la marine et des chaînes et des fers pour la traite des Noirs emploie 300 ouvriers. Les opérations restent artisanales, mais elles sont rassemblées en un seul lieu, clos par un mur. Le maître de forge Crowley fournit matières premières, outils et logements aux ouvriers, ce qui lui permet de contrôler leur vie tout entière. Les machines sont mues par l'eau de la rivière Derwent, comme les moulins d'antan. Mais son débit est régulé par un réseau complexe de canaux et de bassins qui permettent d'assurer la continuité de la production. Dans les vestiges, on a retrouvé la signature de Crowley lui-même, qui, après avoir domestiqué la nature, a entrepris de domestiquer ses ouvriers. C'est un pionnier en la matière. Le premier à mettre en pratique la célèbre formule de l'humoriste Coluche. Crowley était convaincu que si les ouvriers n'étaient pas fatigués, s'ils avaient suffisamment dormi, ils travailleraient de manière plus productive. Le soir, on sonnait donc la cloche à 21h. C'était une sorte de couvre-feu. À cette heure-là, les ouvriers étaient tenus d'être au lit en train de dormir. On sonnait également la cloche plusieurs fois au cours de la journée, au moment de la pause, au moment du déjeuner, et ainsi de suite. Les ouvriers étaient constamment maintenus sous pression. La cloche sonnait, ils se mettaient au travail. La cloche sonnait, ils allaient au lit. La cloche sonnait, ils avaient une pause. C'est de cette manière-là que le Factory System, la discipline d'usine, a véritablement commencé, puisque jusque-là, ceux qui travaillaient à domicile étaient maîtres de leur rythme de travail. Ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Ils n'étaient pas soumis à la contrainte d'un emploi du temps strict. Crowley est aussi l'auteur du plus ancien règlement d'usine connu. Plus d'une centaine d'articles visant à plier la nouvelle population ouvrière à l'ordre de l'usine. L'article 103 traite sur 8 pages de la seule question du temps. Ayant découvert que parmi les ouvriers que je paye à la journée, certains peu scrupuleux n'accomplissaient pas le travail d'une journée en échange du salaire d'une journée, je déclare que 80 heures de travail hebdomadaire doivent être des heures de travail effectives. Déduction faite du temps passé dans les tavernes, dans les débits de boissons, dans les cafés, ainsi que du temps passé à déjeuner, à dîner, à jouer, à dormir, à fumer, à chanter, à lire les nouvelles, à se disputer, à se quereller, à débattre de toutes choses sans rapport avec mon usine et ne me concernant aucunement. En d'autres termes, il dit, si vous travaillez pour moi, vous devez vous consacrer entièrement aux tâches que vous exécutez pour mon entreprise. Mes ouvriers n'ont aucune excuse pour boire un verre, prendre un café, se disputer entre eux ou quoi que ce soit d'autre. Et si un travailleur transgressait l'une des lois édictées par Crowley, il était jugé par une cour spéciale au sein de l'usine pour non-respect de ses règles. On devrait faire la même chose aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises.
Métropolis, un film de Fritz Lang. Le contrôle du temps est au cœur de la nouvelle économie marchande. Le temps mathématiquement mesuré qui synchronise aussi bien les hommes que les échanges. Le temps, de l'argent pour les uns, un carcan pour les autres. Jusqu'au milieu du 19e siècle, certaines usines anglaises interdisent aux ouvriers d'avoir leur propre montre sous peine de confiscation, voire de licenciement. Le contrôle du temps appartient au patron, qui à l'occasion n'hésite pas à truquer l'horloge de l'usine, avançant les aiguilles le matin, les reculant le soir, pour voler à l'ouvrier quelques malheureuses minutes. La journée de travail peut durer jusqu'à 16 heures, à quoi s'ajoutent souvent 2 heures de trajet à pied entre la fabrique et la maison. Reste à l'ouvrier 6 heures pour récupérer et reconstituer la force de travail qu'il vendra le lendemain. Mais s'il avait plus de temps, disent les patrons, l'ouvrier le passerait à comploter ou à boire. Le même argument est employé pour maintenir les salaires au strict minimum. Si l'ouvrier gagnait plus que ce qui est strictement nécessaire à sa survie, il ne travaillerait plus que 3 jours au lieu de 6. Et le capital du patron, investi dans les outils de l'usine, cesserait de travailler lui aussi. D'où cet argument, souvent repris par les patrons devant les tribunaux anglais. L'ouvrier qui refuse de travailler 6 jours sur 7 les prive de leur profit, les vole. Jacques Rancière, philosophe. Ce qui est central pour définir l'être ouvrier, et du même coup, on peut dire la souffrance ouvrière, c'est l'absence de temps. Bon, normalement, quand on pense ouvrier, on pense le travail, les pénibilités du travail, les heures de travail, mais comme heure, disons, de souffrance au sens de la difficulté. Ou bien, au contraire, on pense au travail ouvrier comme source de fierté, et ainsi de suite. Or, bon, ce qui m'a frappé, bon, lorsque j'ai lu tous les textes ouvriers des années 1830, 1840, c'est que quand même, le principal problème, c'est le fait que on n'a pas le temps, c'est le fait qu'on est contraint, qu'on ne dispose pas finalement des moyens de vivre, quoi. Et bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai relu La République de Platon, parce que je voulais en quelque sorte m'introduire une perspective par rapport à ma recherche sur l'archive ouvrière, ce qui m'a frappé, c'est que Platon le dit, tout au début de La République, il dit que pour que le travail soit bien fait, il faut que l'ouvrier soit là tout le temps. Il n'a pas le temps d'être ailleurs que dans son atelier ou dans son lieu de travail. Ce qui est évidemment une absurdité, surtout dans un type d'économie relativement primitif, celui dont il parle. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'absence de temps, c'est quelque chose comme une contrainte symbolique. Au fond, c'est ça qui a été reproduit, on peut dire, un petit peu continuellement au fil des siècles, à savoir qu'il y a des gens, ça peut être les ouvriers, ça peut être les femmes, qui ont leur lieu et leur emploi du temps qui est bien assigné, quoi, et qui n'ont pas à s'occuper d'autre chose. Au fond, il y a cette espèce de grand partage fondamental entre ce qu'on appelait dans l'Antiquité des hommes actifs, c'est-à-dire des gens qui sont capables justement d'avoir la disposition de leur temps, de se fixer des buts d'action, ou même éventuellement de goûter le loisir, et puis ces hommes qu'on disait passifs, qu'on disait parce que, voilà, ils étaient censés vivre, font le temps comme une espèce de contrainte, une nécessité de tous les jours, sans aucune possibilité d'avoir des vues à long terme, sans aucune possibilité de sortir du cercle de la contrainte et des besoins matériels. Aujourd'hui en Bretagne, Joseph Pontus, ouvrier intérimaire dans l'industrie agroalimentaire. On a un chef qui est pas méchant au demeurant, qui bosse bien avec nous, qui donne un coup de main, etc. Dans un atelier où les gars finissent toujours à leur pile. Il y a des ateliers où ils font généralement du rab, là ils finissent toujours à leur pile. C'était un lundi, donc on était reposé du week-end, tout allait à peu près bien. Il restait 5 vaches à couper. 5 vaches, ça prend 5 minutes. Les gars se concertent entre eux, ils disent « Allez, on n'est pas à 5 minutes près, on va faire les 5 vaches. » Ils font les 5 vaches, c'est la première fois de ma vie que je les voyais faire du rab.
Le chef vient les voir, leur dit merci, merci. C'est comme si sa vie en dépendait des 5 vaches qu'il avait. Le lendemain, on finit 10 minutes en avance. 10 minutes en avance. On se dit, bon, voilà, il va nous laisser partir, il va pas nous faire chier pour... Le même chef, il fait, ah bah il y a des vaches qui ont été tuées du jour, là on peut s'en tuer une dizaine, comme ça on prend de l'avance pour demain. Et je crois qu'en rentrant ici, à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré de... Déjà, cette humiliation... Enfin... Oui, d'humiliation, quand même. C'est complètement comme une humiliation. D'incompétence du chef, qui est un bon bosseur, hein, mais je pense qu'il n'a jamais fait d'école de management ou de ressources humaines ou quoi que ce soit, de ne pas comprendre à quel point c'était du mépris envers les gars de ne pas leur filer 10 minutes. Ce temps-là, il est tellement précieux, tellement... On ne se rend pas compte, moi je m'étais jamais rendu compte à quel point le temps était précieux. La principale phrase qu'on dit à l'usine, c'est est-ce que quand quelqu'un te demande un truc, c'est, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as toujours quelque chose à faire. Toujours. Et là, pour 10 minutes où il s'est rien passé en plus, une petite humiliation supplémentaire et tu vas encore bosser 10 minutes. Once our valleys were ringing with sounds, oh, children singing, but now sheep bleat to the evening and shillings stand empty and broken. New Lanark, une filature de coton écossaise du début du 19e siècle. Elle est en pleine nature, au bord de la rivière Clyde, à quelques kilomètres du vieux village de Lanark. Ce qui surprend d'emblée, c'est la taille du site, qui n'a pourtant rien d'exceptionnel pour l'époque. Il regroupe les ateliers de l'usine et les habitations, où sont logés les milliers d'ouvriers et leurs familles qui vont travailler et vivre ici jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est une véritable cité ouvrière, avec son église et son cimetière, où l'on peut encore lire le nom de quelques paysans des hautes terres écossaises qui ont échoué ici après avoir été chassés de leur village. Stood with heads bowed in prayer while factors laid cottages bare, flames, fire, clear mountain air, and many were dead in the morning. Comme toutes les grandes filatures de l'époque, New Lanark est implantée au bord d'une rivière, la Clyde, dont elle dépend pour faire tourner ses machines. Au début du 19e siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filet automatique dont l'emploi se généralise à la fin du XVIIIe siècle. La mule Jenny remplace l'ancien rouet et supprime du même coup le travail de dizaines de fileurs et de fileuses. Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'œuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lanark emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine. Une pratique courante à l'époque. La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants,
les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. À la fin du 19e siècle encore, l'Américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures. La filature de New Lanark était aussi une véritable attraction touristique. On venait admirer son extraordinaire horloge qui, dit-on, était reliée aux machines et permettait même de mesurer le volume de la production. Mais la réputation de New Lanark était avant tout liée à celle de son propriétaire, Robert Owen, un patron philanthrope et novateur. Owen est passionné de phrénologie, une science nouvelle qui assigne les facultés humaines à différentes zones du crâne et à leur relief. De cette vision matérialiste, Owen conclut que l'homme est perfectible. Et appliquant aussitôt cette découverte dans l'usine, il invente le Silent Monitor, le surveillant silencieux. Un petit bloc de bois accroché au-dessus de chaque poste de travail, dont les faces colorées permettent au contremaître d'afficher la performance du travailleur. Blanc, excellent. Bleu, moyen. Jaune, bien. Noir, pas bien du tout. Visible par tous, le Silent Monitor crée, dit Owen, une saine émulation, un nouvel esprit dans l'entreprise. Mais la grande fierté d'Owen, c'est l'école gratuite et obligatoire pour tous les enfants de la filature. Appelée Institut pour la formation du caractère, c'est une initiative unique à l'époque qui utilise les méthodes les plus modernes d'enseignement par l'image. Aux visiteurs de marque, on offre un spectacle de danse donné par les enfants. Une vision de ce monde nouveau dont rêve le patron philanthrope, mais qui laisse parfois un sentiment de malaise. En voyant ces enfants manœuvrer avec une parfaite régularité, dit un ami d'Owen, j'ai pensé à des marionnettes, qui seraient elles-mêmes mues par la grande roue de l'usine. Owen exerce ici un contrôle absolu, comme s'il était le maître d'une plantation d'esclaves. Mais cette tyrannie paternaliste vaut mieux que la tyrannie tout court, que subissent les ouvriers anglais tout au long du XVIIIe siècle. Associations ouvrières et grèves sont interdites par la loi, car portant atteinte à la liberté du commerce. Seules les professions les plus anciennes sont suffisamment organisées pour s'y risquer. Comme les débardeurs de charbon de Londres, qui font entrer le mot « strike », grève, dans la langue anglaise, lors de leur grande grève de 1768, au cours de laquelle ils obligent les bateaux à abattre leurs voiles, strike sails, pour les immobiliser à quai. À défaut de grève, on a recours à des formes de lutte héritées de la tradition paysanne. L'émeute à l'ancienne, spontanée et sauvage, provoquée par la famine ou l'augmentation du prix du blé, est souvent menée par des femmes. On s'attaque aux spéculateurs, on exige le juste prix. L'insécurité sociale est totale. Sans contrat,
sans protection. À la merci des fluctuations du marché, l'ouvrier est tout le temps menacé du pire. Tombé dans l'absolue pauvreté, qu'une autre série de lois, dite loi des pauvres, traite comme un délit. Sans travail et sans ressources, l'ouvrier est condamné au workhouse, la maison du travail, un véritable bagne pour adultes et enfants. Entre les lois interdisant les syndicats et les lois criminalisant la pauvreté, les ouvriers qui n'ont pas le droit de vote se trouvent prisonniers d'un véritable carcan législatif. Voici Enoch, le grand marteau. C'est une réplique fabriquée en 2012 pour célébrer la révolte des Luddites. C'est une copie et pas l'original. Mais si on voulait l'utiliser pour casser des machines, il ferait du bon boulot. Et voici le véritable Enoch, le grand marteau dont les habitants du Yorkshire, au nord de l'Angleterre, se servent en 1812 pour détruire les nouvelles machines qui menacent leur survie. Aujourd'hui, le marteau repose dans une vitrine du musée d'Huddersfield, cerné par les matraques des forces de l'ordre et l'épée d'un des soldats que le gouvernement a envoyé par milliers pour mettre fin à la plus importante insurrection que l'Angleterre a connue depuis le XVIIe siècle. Les insurgés sont des artisans de la laine, cardeurs et surtout tondeurs, qui tondent le drap de laine pour le rendre plus lisse, avec de lourds ciseaux dont la manipulation demande beaucoup de force et de métier. La tondeuse mécanique n'exige ni l'un ni l'autre. En 1812, son emploi commence à se répandre dans le Yorkshire, et les tondeurs réagissent en attaquant les fabriques qui utilisent ces nouvelles machines. En l'espace de quelques mois, plusieurs centaines de tondeuses mécaniques sont détruites. Les fabricants promettent des récompenses. L'armée occupe la région et le Parlement vote une loi punissant de peine de mort le bruit de machines. On arrête, on juge, on exécute. Mais le mouvement n'est pas uniquement corporatiste. Le mythique général Ludd, dont se réclament les insurgés, est un redresseur de tous les torts, dans la tradition de Robin des Bois. Seul le général Ludd peut faire le bonheur des pauvres, dit se laisser passer pour une réunion secrète. Come, cropper, lads of high renown, who love to drink strong ale that's brown, and strike each haughty tyrants down with hatchet, pike and gun. The cropper lads for me, the gallant lads for me, who with lusty stroke the sheer-frames broke, the cropper lads for me. Les seules images que l'on a des insurgés luddites sont celles de la propagande gouvernementale qui en fait de lâches pillards déguisés en femmes pour attaquer. Et dans la mémoire populaire, ce sont des héros dont on chante les exploits. And night, fine night, when all is still, and the moon is hid behind the hill, we won't much to do our will with hatchet, pike and gun. Great Enoch still shall lead the van, stop him who dare, stop him who can. Press forward every gallant man with hatchet, pike and gun. Come all you croppers of stout and bold, let your faith grow stronger still. These cropping lads in the county of York broke the shears at Horsfall's mill. They broke the shears and the winders too, set fire to the Taslin mill. They formed themselves all in a line, like soldiers at the drill. Pour les attaques les plus spectaculaires, plusieurs centaines de luddites se rassemblent de nuit sur les landes des environs d'Huddersfield. La discipline est quasi militaire. Tous ceux qui sont là ont prêté serment. Un geste qui les engage d'autant plus qu'une nouvelle loi punit ces serments illégaux de déportation aux colonies. I
Je fais le serment solennel de ne jamais révéler à quiconque, en quelque endroit que ce soit sous la voûte céleste, le nom des personnes qui composent ce comité secret, leur lieu de rendez-vous, leur domicile, ou toute autre chose permettant de découvrir leur identité, que ce soit par des mots, des actes ou des signes, sous peine d'être envoyé dans l'autre monde par le premier des frères qui croisera mon chemin. Je fais également le serment de tout mettre en œuvre pour que le traître soit puni de mort, s'il devait un jour s'en trouver un parmi nous, et ce, où qu'il soit, de le poursuivre de ma vengeance jusqu'aux confins de l'univers. Que Dieu m'aide à garder ce serment inviolé. Amen. C'était du sérieux parce qu'ils étaient persuadés qu'en cas de trahison, ils seraient châtiés, si ce n'est par les Luddites eux-mêmes, du moins par Dieu. Le problème avec les Luddites, comme avec de nombreux mouvements ouvriers, surtout à cette époque, c'est qu'en tant que membres d'une organisation clandestine, ils ne pouvaient ni ne voulaient garder de traces écrites de leurs réunions. Nous n'avons aucun témoignage direct de la manière dont ils se représentaient leurs actions ou de la nature exacte de leurs motivations. Ils constituent une transition entre les anciennes et les nouvelles formes de lutte. Ils relèvent des deux. D'un côté, ils sont tournés vers le passé et le système de production domestique qu'ils veulent maintenir. De l'autre, les formes d'organisation et de lutte auxquelles ils sont obligés de recourir sont tournées vers l'avenir, vers le nouveau système industriel qu'ils essaient de combattre. C'est pour ça qu'à mon avis, les Luddites sont très importants. Ils incarnent une transition entre les anciennes formes de lutte ouvrière, et même paysanne, et la nouvelle classe ouvrière de l'ère industrielle. Les Luddites ont perdu leur combat contre la mécanisation. Puis leur histoire a été occultée par un mouvement ouvrier épris de respectabilité et de progrès technique. Ne restent que quelques monuments locaux, comme cette borne autour de laquelle ils se sont rassemblés pour une de leurs attaques. C'était en 1812, la borne était alors en pleine campagne. Huddersfield, en 1847. 30 ans après l'insurrection, la révolution industrielle montre son nouveau visage. Avec ses fumées de cheminées d'usines, ce train qui passe dans le lointain. L'énergie vapeur remplace l'ancienne énergie hydraulique, fixant l'image du monde industriel pour le siècle à venir. Symbole de modernité et de progrès, l'énergie vapeur est une mine d'or pour les caricaturistes. Pour les ouvriers, c'est moins drôle. L'introduction de l'énergie vapeur oblige les ouvriers à rivaliser avec des machines dont la puissance et la vitesse sont décuplées. Les cadences sont de plus en plus élevées. Les accidents se multiplient. C'est la rançon du progrès technique, dit-on, hier comme aujourd'hui. J'ai une dame une fois qui m'a dit, mais justement avec l'automatisation, c'est pour le bien-être des ouvriers, vous devriez être content. Je lui ai dit, mais madame, moi, plus un robot va vite, plus je suis obligé, moi, d'aller vite. Ça n'a rien apporté à l'ouvrier, en fait. L'ouvrier, il est obligé de s'adapter à la cadence d'un robot. Et il va de plus en plus vite. Et nous, on a les capacités qu'on a, physiquement. J'étais sur le poste des C2, je faisais les petites voitures C2, et je faisais les portes. J'avais plus de 6 tonnes par jour, en fait, en portant les différents matériaux que j'avais à donner pour construire une porte. C'était 6 tonnes par jour, mais aussi il y a le danger.
c'est du galva, c'est des lames de rasoir. Faut constamment faire attention à son visage, même si on est protégé au niveau des mains, des yeux, mais il y a toujours cette notion de danger qui est là. Face à ces nouvelles machines meurtrières, les ouvriers retrouvent les gestes ludites, comme lors de cette insurrection des tisserands de Silésie en 1844, reconstituée dans Les Tisserands, un film allemand des années 20. On n'a pas de témoignage direct de ces ludites allemands, mais un roman de l'époque leur donne la parole. Stefan Berger, historien. Si nous voulons faire comme les Anglais, nous devons détruire les machines à vapeur et réduire les maisons de torture, c'est-à-dire les usines, à néant. Mes 2 fils sont au lit à la maison. Il y a 1 an, ils étaient en parfaite santé. Maintenant, l'un a perdu une main, l'autre un pied. Le laminoir les a écrasés. Jusqu'à la fin de leur vie, ils seront 2 estropiés qui travailleront jour et nuit pour gagner quelques sous, en tissant des paillassons. Monsieur Süsslich, le propriétaire de l'usine, ne leur a pas donné un sou de compensation. C'était leur faute, a-t-il dit. Lui et le monde en général n'ont que faire des estropiés. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient morts. Fin de citation. Ce témoignage montre la perception qu'a son auteur de l'immoralité des propriétaires. Il ne pense qu'au profit et n'éprouve aucune forme d'empathie pour les ouvriers qui, en bout de chaîne, travaillent sur les machines, qui souffrent à cause d'elles, qui sont victimes d'accidents et qui restent marqués à vie par ce qu'ils ont enduré en travaillant sur les machines. La conséquence que certains en tirent est qu'il leur faut détruire ce qui les oppresse, c'est-à-dire les machines. On voit que l'Angleterre est prise comme référence, puisque c'est là-bas, bien sûr, que se sont développées les premières formes de ludisme, les plus répandues et les plus extrêmes aussi. Sans doute parce que c'est dans ce pays-là que le nouveau régime industriel a d'abord été établi. C'est donc 20 ou 30 ans après le mouvement ludite en Angleterre que cette révolte contre les machines fait son apparition dans les États allemands. Bien sûr, les gens savent que ça s'est déjà produit en Angleterre. En ce sens, la révolution industrielle britannique et l'expérience qu'en a faite la classe ouvrière anglaise sont des modèles pour les ouvriers du continent. Au moment même où l'Angleterre invente un nouveau monde industriel, la Révolution française, vue ici par le cinéaste Abel Gance, dans le film Napoléon, invente un nouveau langage politique, décrétant, du moins en principe, les droits de l'homme et du citoyen. En Angleterre, ce langage est repris par un petit groupe de radicaux, artisans et écrivains, dont le poète William Blake, critique virulent du factory system et de ces grandes usines qu'il appelle les moulins de Satan. Les riches chantent les louanges de Dieu, du prêtre et du roi qui bâtissent leur paradis sur notre misère, dit l'un de ses poèmes. Mais la répression et la guerre avec la France qui éclate en 1794 contraignent ces révolutionnaires anglais à la clandestinité. La propagande gouvernementale se déchaîne contre les sans-culottes sanguinaires et les partisans sataniques du suffrage universel. Elle prend tout particulièrement pour cible Thomas Paine, l'auteur du pamphlet Les droits de l'homme, tiré en 1794 à 200 000 exemplaires, largement diffusé parmi les mineurs et les ouvriers, au grand désespoir des autorités, dont les partisans aimeraient voir Paine pendu. Après la fin de la guerre avec la France et l'échec de l'insurrection ludite, les idées radicales réapparaissent au grand jour et se propagent parmi les ouvriers, grâce à plusieurs journaux illégaux, au titre évocateur « La Gorgone »,« Le Nain Noir »,« La Méduse ». Ces journaux sont systématiquement interdits.
Les journalistes emprisonnés. Les vendeurs condamnés à être fouettés en public. Les ouvriers n'ont pas à penser, déclare un lord anglais. Pas plus que les lords n'ont à travailler sur les métiers et les machines. Des idées radicales émergent. Le monde est divisé en deux grandes classes, ceux qui produisent, la classe productive, et ceux qui profitent, les parasites, lit-on dans la Gorgone en 1818. On the 16th day of August 1819, there many thousand people on every road were seen, from Stockport, Oldham, Ashton, and from other places too. It was the largest meeting that reformers ever knew. With Henry Hunt we'll go, my boys, with Henry Hunt we'll go. We'll mount the cap of liberty in spite of Nadine Joe. En août 1819, 60 000 ouvriers et artisans se rassemblent à Manchester pour écouter le célèbre orateur radical Henry Hunt et réclamer la démocratisation politique et le droit de vote pour tous. L'armée charge la foule, faisant 15 morts. Le gouvernement montre ainsi qu'il est prêt à écraser toute manifestation pacifique avec la même vigueur que l'insurrection luddite. Le massacre de la place Saint-Peter, surnommé Peterloo, par dérision et par référence à la bataille de Waterloo, gagnée 4 ans plus tôt, deviendra l'acte de naissance officiel du mouvement ouvrier anglais. La mémoire de ces victimes est célébrée sur cette ancienne bannière politique, conservée au musée d'Huddersfield, à quelques pas du marteau luddite. Elle date de 1820 et sera de toutes les manifestations ouvrières du XIXe siècle. Elle réclame le suffrage universel, la liberté pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'abolition de l'esclavage. Ne suis-je pas un homme et un frère ? Formulée dans l'ancien langage de la Bible, cette revendication sera le legs des premières générations d'ouvriers anglais aux générations suivantes. Vouloir être reconnu comme égaux, être humain à part entière, homme parmi les hommes. La première fois, comme dans toutes les usines, c'est l'odeur. L'odeur infecte. Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout de 2-3 jours, l'odeur, on s'habitue. On ne se sent même plus. Les premiers jours, ici, je venais en bus. Le bus, il s'arrête pas loin, là-bas. Et quand je revenais de ma journée de boulot, j'étais seul à ma place dans le bus, il n'y avait pas grand monde à côté de moi. Les gens, ils peuvent aussi repartir par bateau pour aller de l'autre côté de la rade. Et ceux qui bossent ici, on les sent. Mais nous, on ne se sent plus. Et au bout de 2 jours, on ne sent plus la crevette, on ne sent plus le poisson, on ne sent plus rien. Là, je bosse à l'abattoir, je ne sens plus la viande. Il paraît que j'ai une odeur de mort quand je rentre. Le premier truc qui surprend, c'est l'odeur. Après, ce qui surprend énormément, c'est ce rapport au temps qui avance de manière inflexible. C'est absolument terrifiant, en fait. D'un côté, c'est le temps qu'avance d'une manière... le temps de la chaîne qui avance d'une manière effrayante et implacable, et de l'autre côté, c'est le temps de la journée de travail qui n'avance pas. C'est-à-dire que les journées sont infiniment longues, infiniment pareilles. On n'en voit pas le bout. À peine on est sorti de là, on a quelques heures pour se reposer, aller dormir très rapidement. Et le lendemain, c'est la même. Toujours ce monstre de métal là qu'on voit en face. Je suis sûr que si on revient là dans 20 ans, ça sera pareil. Rien n'aura changé. Il y aura toujours une production à assurer. Il faut que la production continue. Et à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui sont complètement interchangeables. On s'en fout de leur histoire, on s'en fout de leur passé, on s'en fout de leur vécu, on s'en fout de leur douleur, au dos, aux bras, aux jambes.
Mais il faut que la production continue.